Bonjour chers apprenants, je suis Mohamedou Ba, je suis assistant en histoire du droit et dans le cadre de l'UVS, je suis chargé de vous accompagner dans l'apprentissage de ce cours d'histoire des institutions publiques. Alors vous avez dû voir le cours au premier semestre, là c'est la version du second semestre et il est pratiquement modulé autour de deux grandes questions, de deux grands problèmes, notamment l'État arabo-musulman et enfin l'État en Afrique noire traditionnelle. Ça va être peut-être une petite curiosité de se dire qu'est-ce que l'État arabo-musulman vient faire dans un cours dédié pratiquement aux institutions de l'Afrique noire. C'est très simple à expliquer. C'est dû au fait que l'Afrique a connu deux vagues d'influence, notamment l'influence arabe vers les 11e, 12e siècles, avant l'influence occidentale que nous connaissons tous à travers la période coloniale. Alors, raison pour laquelle nos institutions ont été beaucoup influencées par ces deux approches. Du coup, il faudrait fondamentalement expliquer les institutions arabo-musulmanes avant d'en venir à l'institution traditionnelle africaine. Alors, concernant l'institution arabo-musulmane, il convient de distinguer deux grandes périodes, ce qu'on appelle la période pré-islamique, anté-islamique et la période islamique. Alors, durant la période pré-islamique, il faut juste retenir une chose, qu'il n'y avait pas d'État et il y avait un mouvement, une économie, notamment des biens et des personnes. Or, le grand problème, c'est de savoir comment assurer la sécurité des biens et des personnes là où il n'y a pas d'État. Parce que l'État est chargé traditionnellement, classiquement, de faire la police, de faire la gendarmerie, d'assurer une défense interne et externe. Alors là où il n'y a pas d'État maintenant, le problème, c'est comment assurer la sécurité de ces biens et des personnes. Alors cette période anti-islamique a produit un certain nombre d'institutions qui ont joué le rôle de succédané à cet État. Il s'agit notamment de la tribu, qu'il faut très bien maîtriser, notamment dans son organisation, ensuite dans ses missions. Et dans l'organisation de cette tribu, nous avons, comment s'appelle à la tête, le Raïs ou le Saïd. Ensuite, on a l'assemblée tribale et enfin les membres de cette tribu. Alors, le Saïd, faut pas du tout se tromper sur son rôle. Il n'a pas du tout de mission politique. C'est juste un chef moral et qui est là, qui représente moralement la tribu, mais il n'a pas du tout de mission politique. Du coup, il y a aussi l'assemblée tribale qui joue le rôle de conseiller par rapport aux décisions que ce chef est amené à prendre dans la gestion de ce tribu. Bon, les deux grands instruments qu'il faut retenir au niveau de cette tribu, c'est d'abord des instruments de protection de ses biens et des personnes, mais au niveau interne, et des instruments de protection des biens et des personnes au niveau externe. Alors, au niveau interne, on a deux sortes de protection. Un rattachement naturel, qu'on appelle, ou plutôt un rattachement naturel, et un mode de rattachement artificiel. Pour le rattachement naturel, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est le critère du ius sanguinis qui est reconduit. Une fois qu'on est né dans une tribu, on est membre de cette tribu et on est protégé par conséquent par cette tribu autant pour moi. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, en cas de, d'agression extérieure, la tribu tout entière se charge de défendre un membre de cette tribu. Mais il y a aussi une méthode de protection assez particulière et assez rénovante qu'on appelle le contrat de Wala. Alors, qu'est-ce que le contrat de Wala? Parce qu'au début de mon propos, j'ai dit que dans cette société, dans ce contexte, il n'y avait pas d'État. Donc, il faut que la sécurité des biens et des personnes soit prise en charge. Mais il y a un problème. Et quelqu'un qui n'a pas de tribu ou qui est en dehors d'une tribu, qui va prendre sa sécurité ainsi que ses biens. Alors là, les tribus ils ont mis en œuvre une pratique, un instrument qu'on appelle le contrat de Wala et qui permet vraiment de suppléer à cette situation d'apatridie, entre guillemets. Donc, il s'agit d'un contrat qui est formaliste, qui est gratuit et un contrat qui est également solennel. C'est-à-dire qu'un membre qui n'a pas de tribu peut demander à un autre membre qui est dans une tribu la protection. Du coup,
ils signent un accord, c'est un accord verbal qu'ils font dans un lieu bien déterminé, sacré, la Kaaba, et à ce niveau, celui qui souscrit au contrat s'appelle le wali, du moins le maoula, et celui qui signe le contrat au profit du maoula s'appelle le wali. Alors ils vont devant la Kaaba, il y a des témoins et puis il y a un certain nombre de formalismes visuels à faire afin de sceller solennellement cet accord de protection qui subsiste entre le membre du tribu et celui qui est à la recherche d'une protection. Alors, à travers cet instrument maintenant, il naît un certain nombre d'obligations, je veux dire, synallagmatiques, comme tout contrat de droit privé. C'est-à-dire que sur la tête du wali repose l'obligation d'assurer protection et d'assurer un certain paternalisme, et sur la tête du maoula, il y a aussi une obligation de faire une sorte d'allégeance à celui qui vient de lui assurer une telle protection. Bon, maintenant, ce contrat aussi, comme c'est un accord privé, il a des conditions de formation que nous venons de dire. Il a aussi des effets que nous venons de dire rapidement, mais aussi, il y a la fin de cet accord. C'est-à-dire que, au moment de mettre fin à cet accord, il faut respecter un principe qu'on appelle en droit le principe du parallélisme des formes. C'est-à-dire que, il y a la formalité qui est au départ, mais aussi il y a la formalité qui est à la fin. Autrement dit, on ne peut pas rompre, mettre fin, dénoncer à cet accord, par exemple, au niveau privé. Il faut retourner à la Kaaba, suivre les mêmes formalités afin de montrer que je veux me libérer de cet accord. Donc, contrat de wala et critères de rattachement naturel constituent les deux instruments internes de protection tribale de l'individu ainsi que de ses biens. Mais à côté de ces instruments, il y a aussi d'autres qu'on appelle des instruments externes, extra-tribales. Il s'agit notamment du réseau et du hilf. Le réseau, c'est une sorte de pacte, je veux dire de pillage, parce que c'est une anomie, c'est une anarchie, donc chacun risque d'être la proie plutôt de l'autre. Du coup, les tribus se sont arrangées à organiser ce pillage. C'est-à-dire qu'ils ont choisi des moments au cours desquels ceci était possible, et ils ont également choisi des périodes au cours desquelles, notamment 4 mois, qu'on appelle des mois inviolables, liés un peu au sacré, au cours desquels aucun pillage n'est permis. Du coup, voilà, donc le réseau constitue un instrument de régulation de cette violence, mais aussi à côté du hilf, du moins du réseau, il y a le hilf qui est un instrument d'accord de protection. Notamment à la Mecque, il y avait un certain nombre de tribus, dont les Qurayshites, qui se sont distingués par la force ainsi que leur air belliqueux. Du coup, ils peuvent signer avec d'autres tribus ce pacte de protection mutuelle, d'alliance, de sorte que si une des tribus est attaquée par une autre, l'allié du moment peut, venir participer à cette initiative. Donc, concernant l'Arabie pré-islamique, voilà en gros ce que l'on peut dire. On peut donc résumer en disant qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait que des tribus, mais non plus, ça n'était pas une zone de non-droit. Il y avait un droit primitif que constituent des instruments de protection interne, notamment rattachement naturel à une tribu, contrat de wala, et des instruments de protection externe que constituent le réseau et le hilf. Donc, en ce qui concerne la première section du cours, voilà vraiment d'une manière très ramassée ce que l'on peut dire là-dessus, et cela ne vous enlève pas l'obligation d'aller à la source, de revoir vraiment les contenus de cours qui sont mis à votre niveau, à votre disposition, afin de l'exploiter, de mieux approfondir ce principe. Donc, je vous remercie de votre attention sur ce point et je vous dis au point suivant.